Alors, bonsoir tout le monde. Je vous remercie à tous de vous être connectés si nombreux. Je remercie l'équipe EMS qui m'a invité pour animer cette soirée, ce webinaire. Encore, je dirais, encore une conférence sur la prophylaxie. Vous devez être nombreux à vous dire, bon, apparemment, ce n'est pas encore automatique dans les cabinets. Allons écouter qu'est-ce qu'il va nous raconter, mais la mise en place de la prophylaxie au quotidien en France, on est tous d'accord, nous sommes en retard. Nous sommes très en retard par rapport aux autres pays développés et ce n'est pas une pratique automatique encore dans 100% des cabinets dentaires. Mais parce que nous avons tous des problématiques qui, en amont, nous empêchent de mettre en place des nouveautés. Et en préparant ce webinaire, j'ai fait une recherche et j'ai retrouvé un sondage, une enquête réalisée par OpinionWay sur l'avis des praticiens, comment le chirurgien dentiste omnipraticien libéral en France regarde le métier de manière générale et son activité en particulier. Quelles sont les difficultés que les praticiens aujourd'hui rencontrent dans leur cabinet? Cette étude a été menée, ou ce sondage a été mené sur deux volets. Le premier, c'est la vision du praticien sur le métier de manière générale. Et le deuxième volet, c'est la vision du praticien sur son activité en particulier. Qu'est-ce qu'il en sort? Je vous passe les détails et on va passer tout de suite au résumé de ce sondage-là. Ce qu'il en sort, c'est que par rapport à sa vision sur le métier, la plupart de nous remarquons surtout une dégradation de nos conditions de travail parce que nous avons des contraintes administratives qui augmentent, et je pense que là, vous êtes tous d'accord avec moi. Nous avons une rémunération qui baisse par rapport à nos prédécesseurs, si je dois parler proportionnellement parlant, parce que nos dépenses ne cessent d'augmenter et nos tarifs, ils sont au mieux plafonnés, au pire baissés, malheureusement. Et nous avons une relation qui est de plus en plus difficile avec les patients, qui ont une attitude plutôt avec nous comme s'ils étaient, je dirais, une relation de client avec un prestataire de service et non pas une relation de patient avec son médecin. Heureusement, cette étude, elle montre aussi des points positifs sur l'amélioration du métier en ce qui concerne l'évolution de la dentisterie, que ce soit sur le plan technique, sur le plan clinique, sur le plan du matériel. Mais cette amélioration-là, elle crée une frustration à cause des autres problèmes, parce que tant qu'on n'a pas géré nos autres problèmes, on a du mal à mettre en place des nouveautés. Le deuxième volet de ce sondage, c'est quel est le vécu du praticien au sein de son propre cabinet. Qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort que son quotidien est marqué par le stress à cause de ces 4 éléments. Le premier, c'est le manque de temps. Le deuxième, c'est le manque de visibilité financière. Le troisième, c'est la relation avec le personnel, donc savoir manager. Et le quatrième, c'est la relation avec les patients. Et tout ça provoque une sorte de manque de confiance en l'avenir et un environnement relativement, je dirais, stressant dans notre quotidien. Mais c'est normal. C'est normal parce que nous n'avons pas été formés à aborder ces 4 questions-là. Nous sommes formés à réaliser des soins en bouche, mais on n'a pas été formé sur comment savoir gérer son temps, comment savoir gérer son argent, comment savoir être un bon manager, comment savoir être un bon communicant avec les patients. Je vous ai dit manque de confiance en l'avenir, mais c'est surtout quand on a manque de confiance en l'avenir, quand on a peur de l'avenir, c'est parce qu'on n'arrive pas à se projeter. On n'a pas de visibilité à très long terme. On a l'habitude souvent d'analyser le passé et quand on parle de futur, on dit « on ne sait pas, on verra ». Et c'est pour ça que j'aimerais vous exposer une autre théorie concernant l'évolution de la dentisterie. Ça n'engage que moi, mais je pense que vous allez voir, c'est du bon sens. D'après un rapport de la Cour des comptes d'il y a 13 ans,
le nombre de dents cariées absentes ou obturées, ça veut dire l'indice CAO, a fortement baissé chez les enfants de 12 ans, puisque cet indice CAO a été de 4,2 en 1987 et il est passé à 1,2 en 2006. C'est une baisse de 70% du risque carieux. On peut s'en réjouir parce que c'est le résultat de toutes les politiques de santé publique qui ont été menées depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, et ça continue encore. Mais là où je veux aller dans mon analyse plus loin, regardez. Les patients qui avaient 12 ans en 1987 ont 45 ans aujourd'hui. 45 ans, c'est la moyenne d'âge de nos patients au sein des cabinets. Si vous regardez, tous les logiciels vous permettent de savoir quelle est la moyenne d'âge des patients qui fréquentent le cabinet. Vous allez voir qu'on n'est pas loin de 45 ans, la moyenne d'âge des patients qui fréquentent notre cabinet. Et ces patients qui, en 2006, avaient 12 ans, auront 45 ans en 2039. Selon ma projection, cela veut dire, et c'est une évolution normale, que dans moins de 20 ans, l'activité qui vise à soigner la maladie carieuse risque de baisser de 70%. C'est une information qui n'est pas, c'est pas une information à prendre à la légère, parce que aujourd'hui, on remarque que de plus en plus, de moins en moins de caries initiales, je dirais, sont diagnostiquées lors des bilans bucco-dentaires qu'on réalise au sein de nos cabinets. Et ça va se produire forcément dans 20 ans par cette baisse de 70% de l'activité. Donc, j'aimerais adresser un message aux trentenaires là parmi nous, vous dire, voilà, vous allez ressentir cette différence dans l'exercice, et les autres, ils vont la ressentir peut-être pas autant, à 70%, mais petit à petit. Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce qu'il est très important de regarder le futur et de commencer à préparer le futur dès maintenant. En revanche, le risque parodontal n'est malheureusement pas en baisse. Presque 50% des patients adultes ont au moins une poche parodontale supérieure à 3 mm. Selon le site de l'UFSBD, c'est une étude qui a été menée par eux, un patient adulte sur deux représente une parodontite, ne serait-ce qu'au niveau débutant. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que notre exercice doit évoluer dans plusieurs axes. Le premier axe, c'est la parodontologie. Malheureusement, nous vivons dans une société, je dirais, moderne, mais qui dit moderne dit de plus en plus stressante. Et apparemment, la corrélation est directe entre l'augmentation de la maladie parodontale et le stress. L'implantologie, oui, parce que c'est une conséquence à la parodontologie. La prophylaxie, parce que qui dit paro, implanto, dit prophy. C'est indispensable pour pouvoir exercer la paro et l'implanto. Et le quatrième axe, c'est l'axe esthétique, qui va du polissage jusqu'aux facettes, en passant par les éclaircissements, les alignements. À mon avis, notre évolution, la dentisterie dans les pays développés, va aller plutôt vers ces quatre axes-là, et on aura de moins en moins d'activité qui est reliée uniquement à la cariologie. Notre sujet ce soir, c'est la prophy. La prophylaxie, alors que nous manquons du temps. Donc, on ne peut pas mettre en place la prophylaxie tant qu'on n'a pas abordé ensemble comment on va gérer l'agenda pour introduire cette nouveauté. Alors que nous manquons de visibilité financière, ce qu'il en sort du premier sondage. Oui, comment on peut rendre cette prophylaxie productive? Alors qu'on a une relation un petit peu particulière aujourd'hui avec nos patients, et comment la prophylaxie va jouer un rôle dans l'amélioration de la communication avec les patients,
et la relation avec le personnel, comment on va utiliser la prophylaxie dans la motivation de nos assistantes et la valorisation, je dirais, de nos assistants. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, pourquoi la prophylaxie tarde à réussir en France? C'est parce que nous ne savons pas comment s'organiser. On ne sait pas que doit contenir une séance de prophylaxie, on ne sait pas qui doit faire quoi, et on ne sait pas à quel moment on peut l'organiser dans nos agendas actuels. La deuxième réponse, c'est parce qu'on ne sait pas comment la rendre rentable. Est-ce que la prophylaxie, c'est le simple détartrage à 43 € et on aura un volet où on va aborder la question de la rentabilité? Est-ce que ça peut tenir? Et le troisième axe, parce qu'on ne sait pas comment la présenter à nos patients. Oui, c'est un acte qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Et dès que je parle de ça, tout le monde se dit ouais, ok, mais bon, tant que ce n'est pas pris en charge, ça me gêne. Eh bien, on va voir ces 3 points en détail. Viviane, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là, jusque-là, ou est-ce que je peux continuer? Tu peux continuer, pas de questions. Très bien. Très bien. Alors, on va commencer par le premier volet, c'est comment on va s'organiser. Quand on dit prophylaxie, il faut qu'on garde en tête que la prophylaxie, ce sont 2 étapes. Une étape qui est en amont, avant la réalisation du traitement, qu'on appelle la préparation initiale, et l'étape qui est à la fin du traitement, qu'on appelle la maintenance. Ces 2 étapes-là, quand je vais vous dire, voilà, tout au long de la conférence prophylaxie, ben, c'est à la fois la préparation initiale et à la fois la maintenance. Là, en quelque sorte, si on réfléchit par odontologie, je pense que pour vous, ce n'est pas une découverte. On a tous appris, quand on soigne nos patients en paro, on démarre par une séance de motivation avant de passer au surfaçage ou lithotricie, ou vous l'appelez comme vous voulez, avant de passer à une réévaluation et terminer par la maintenance. Ça vous paraît extrêmement logique en paro. Et la question que je vais vous poser ce soir est pourquoi pas en cario? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'appliquer exactement le même protocole dans le traitement de la maladie carieuse que le protocole que nous appliquons déjà dans le traitement de la maladie parodontale? Pourquoi le patient qui est atteint par la maladie parodontale a le droit à une séance de motivation à l'hygiène et pas le patient atteint par la maladie carieuse? Ou en tout cas, dans certains cabinets, il y a certains qui me disent « Non, mais Rémi, moi je le fais. » Ok, mais je ne le fais pas payer. Ah, ben, on n'obtiendra pas le même résultat. Et pareil, la maintenance. Pourquoi en paro, on a pu organiser des séances de maintenance avec, je dirais, une périodicité bien réglée, régulière, et pourquoi en cario, on dit il vous faut, reprenez un rendez-vous pour un contrôle détartrage. Est-ce que notre faute n'est pas là? On râle tous quand on voit sur notre agenda 4 ou 5 détartrages dans la journée. Là, on n'est pas content. S'il y a des assistantes parmi nous, elles doivent confirmer qu'effectivement, le praticien leur jette un regard en disant « c'est quoi cette journée ?» On a 4 ou 5 détartrages qui se suivent. Oui, mais c'est notre faute. C'est nous qui avons dit à nos patients « il vous faut 1 ou 2 détartrages par an pour garder vos dents en bonne santé ». Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, on le sait très bien, parce que ce n'est pas en enlevant le tartre qu'on n'aura plus de problèmes carieux et parodontaux. Le tartre est un facteur de risque parmi tant d'autres, mais nous, dans notre fameuse séance de détartrage sec, on n'agit que sur un seul facteur de risque. Donc, que doit contenir la séance de maintenance? L'équipe scientifique de MS ont travaillé sur un protocole qu'ils ont appelé le Guided Biofilm Therapy, qui est le GBT, et qui prend étape par étape les différentes actions que nous pouvons mener lors d'une séance de prophylaxie. Et j'aimerais qu'on entre dans les détails de ces étapes-là. La première étape, c'est mettre en évidence le biofilm ou la plaque bactérienne.
Là, je vous recommande à tous d'utiliser un révélateur de plaques qui sera au moins à 2 codes couleurs. Il y a les révélateurs de plaques, je dirais, habituels qu'on connaît depuis plusieurs années, où nous avons un seul code couleur. Pédagogiquement, on ne peut pas aller très loin avec, parce que c'est soit on a de la plaque, soit on n'a pas de plaque. L'intérêt de ce révélateur de plaques-là, c'est qu'il nous permet de mettre en évidence 2 typologies de plaques. Nous avons la plaque récente, donc la plaque récente, c'est cette couleur rose-là. La plaque récente, c'est une plaque qui s'est constituée depuis le dernier brossage et qui n'est pas forcément une plaque qui est dangereuse. Et la plaque mature, qui, elle, est là depuis au moins 48 heures. La plaque mature, c'est une plaque qui est riche en bactéries à la fois cariogènes et à la fois parodontopathogènes. Si on met en évidence cette plaque aux yeux de nos patients, c'est là où ils vont comprendre que tout simplement pour éviter d'avoir des problèmes bucco-dentaires, il ne faut pas avoir de plaque mature. La plaque récente, on en a tous. Là, en ce moment, si on s'applique ce révélateur, du rose, on aura partout. Mais par contre, la plaque violette, qui est riche en bactéries pathogènes, c'est cette plaque-là qu'on doit mettre en évidence chez nos patients. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cet outil. La deuxième étape, c'est d'expliquer aux patients le rôle des bactéries dans l'apparition à la fois de la maladie parodontale et à la fois dans la maladie carieuse. Et d'expliquer aux patients que malheureusement, cette plaque mature-là, le seul moyen que nous avons à enlever, ce sont les moyens mécaniques, que ce soit le brossage au quotidien ou que ce soit lors des séances de prophylaxie au cabinet. Pourquoi? Parce que les simples prises médicamenteuses ne suffisent pas pour enlever ces bactéries-là. Et donc, c'est à cette étape-là, on va lui expliquer comment la maladie parodontale apparaît et comment la maladie carieuse apparaît. Sans entrer dans les détails, sans lui faire les cours de physio, mais il suffit de lui dire, plus on a de la plaque mature, plus les bactéries dans la plaque mature vont augmenter en nombre et en virulence, et plus elles vont pouvoir attaquer ces gencives, provoquer d'abord une gingivite et passer à une parodontite, en plus des autres facteurs de risque. La troisième étape de la séance de prophylaxie, donc première étape, on a expliqué plaque mature, plaque récente. Deuxième étape, quel est le rôle de la plaque dans l'apparition de la maladie parodontale, la maladie carieuse. La troisième, c'est d'aborder avec lui quels sont les autres facteurs environnementaux qui peuvent provoquer ces deux maladies, ou en tout cas aider à l'apparition de ces deux maladies. Donc, c'est là où on va aborder avec lui le tabac, le stress, l'alcool, l'histoire familiale, enfin voilà, le côté héréditaire et l'alimentation. En ce qui concerne l'alimentation, c'est très important d'expliquer à nos patients, parce que de manière générale, les patients associent, voilà, ils disent « ouais, mais moi, je ne suis pas trop sucre ». Ok, ça ne veut pas dire que si tu n'es pas trop sucre, que tu ne vas pas avoir des caries, parce que les patients ont été éduqués que les sucres, ce n'est pas bon pour les dents. En revanche, les amidons, ils ne savent pas qu'ils peuvent être aussi dangereux que les sucres simples. Un patient, on doit lui expliquer que les amidons présents dans le pain, le riz, les pommes de terre, les pâtes, les chips, en contact avec la salive, ils vont se décomposer, se transformer en sucre simple. Le sucre simple en contact avec la plaque mature en bouche va se transformer en acide. L'acide va attaquer la surface de l'émail et c'est là où nous avons la carie qui va apparaître. Vous voyez, j'essaye vraiment d'utiliser des mots très, très simples pour qu'on puisse créer un ancrage chez le patient. On n'a pas besoin de lui faire plus que ça comme explication. Et c'est là où je recommande au cabinet que je forme sur la mise en place de la prophylaxie d'utiliser ce questionnaire alimentaire. Ce questionnaire alimentaire va nous permettre de mettre en évidence quelle est la quantité d'aliments à risque carieux que le patient peut consommer courant la journée. Donc, courant la séance, on va étudier avec lui une journée type. On va voir combien
combien de fois, à la fin, une fois on a rempli ce questionnaire-là, concernant le petit déjeuner, le dîner, les grignotages, les collations, quel est le nombre de prises de sucre simple courant la journée? Quel est le nombre de prises d'amidon courant la journée? Quel est le nombre de prises d'aliments d'emblée acides, que ce soit des fruits ou des sodas ou des jus, etc. Et on va noter le nombre d'aliments à risque carieux que le patient consomme dans sa journée. En moyenne, en France, il y a 14 prises alimentaires à risque carieux par jour. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Cette information-là, elle m'intéresse parce que c'est là où je vais expliquer aux patients que ce qui veut dire que notre bouche baigne tout au long de la journée dans l'acidité. À côté de ce questionnaire, vous voyez ici, ce sont les heures, les heures de la journée. Là, on peut noter les moments où le patient se brosse les dents. Posez simplement la question à vos patients, à quel moment vous vous brossez les dents dans la journée? Et vos patients vous allez voir qu'un patient sur deux se brosse les dents avant le petit déjeuner. Et quand un patient se brosse les dents avant le petit déjeuner, eh ben, on aura de l'acidité pendant au moins 4 heures. Vous souvenez ça dans nos cours, il y avait la courbe qui dure à peu près 4 heures. Donc, de présence des acides en bouche, c'est à peu près 4 heures après un repas. OK. Ensuite, il y a une collation courant en fin de matinée. Ensuite, il y a eu le déjeuner. Il n'y a pas eu de brossage après le déjeuner. Toujours un taux d'acide élevé. Ensuite, on arrive au dîner et on se brosse les dents qu'avant le coucher. Donc, on se laisse encore 1 heure ou 2 de présence acide en bouche. Donc, en moyenne, nos patients ont un taux de présence d'acide en bouche qui est aux alentours de 14 heures, entre 14 et 15 heures sur les 24 heures de la journée. Ce même patient, si je lui donne des recommandations du style se brosser les dents après le petit déjeuner, eh ben, il aura un pic acide qu'à ce moment-là. Après, bien sûr, il aura une collation, on va dire, courant la matinée, mais si il prend ne serait-ce que 2 verres d'eau, ça casse l'acidité de 50%. Le brossage après le déjeuner, ça permet de limiter le pic d'acidité qu'à l'heure du déjeuner. Pareil, on va dire, on a une collation courant l'après-midi et le brossage directement après le dîner. Là, en vous montrant cet exemple-là, on s'aperçoit que le nombre d'heures de présence des acides en bouche baisse de 14-15 heures à 5 heures. On a réduit de 65% le risque carieux par un simple conseil, un simple outil de motivation. Un autre outil de motivation que j'aime beaucoup utiliser, c'est le système d'évaluation de plaques. C'est une sorte d'indice de plaques, mais je dirais adapté plutôt à une pratique quotidienne et non pas pour des études épidémiologiques. Cet indice de plaques-là, que j'ai modifié légèrement, nous permet de regarder là où nous avons des dépôts de plaques matures. Souvenez-vous, le patient jusque-là, il avait le révélateur de plaques avec les 2 codes couleurs. On va regarder que le code couleur qui nous intéresse, ça veut dire la plaque mature. Et là où nous avons des dépôts de plaques matures, on va mettre un point. On regarde juste une seule dent antérieure et 4 molaires. Alors là, c'est noté la 11 et les 6, mais ça peut être ce que l'on veut. Ça peut donner ça, par exemple. Et là, on va compter les cases vides. Et en comptant les cases vides, on peut lui parler d'absence de plaque. C'est un message qui est tourné de manière positive. Ne pas assommer en disant, voilà, le taux de présence de plaque, il est de temps. On va parler plutôt de l'absence de plaque. Donc, l'absence de plaque chez mon patient ici est de 12 sur 20, ce qui représente un score de 60%.
Ça veut dire quoi, un score de 60%? Ça veut dire que son dernier brossage était efficace qu'à 60%. Et je me sers de cet outil-là pour introduire la méthode de brossage. Votre dernier brossage était efficace à 60%, il nous reste 40% à améliorer, et c'est là où on peut passer à la méthode de brossage. Donc, la méthode de brossage, là je ne vais pas aborder les détails, mais on se pose toujours cette question-là, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais lui raconter. Parfois, on se dit, tiens, on a des retours comme quoi, oui, mais bon, j'ai 50 ans, je sais me brosser les dents quand même. Le fait d'avoir appliqué le CEP avant, nous permet de parler plutôt d'un score de son efficacité de dernier brossage, et puis après, passer à la méthode de brossage pour lui parler de comment nous allons améliorer sa technique de brossage actuelle. Viviane, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Tout doit être très clair s'il n'y en a pas. D'accord, très bien. Alors, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, selon le protocole GBT, les recommandations, c'est de démarrer par l'élimination des dépôts mous, d'abord supragingival, ce qui nous permet de mettre en évidence les dépôts tartriques. Ensuite, élimination des dépôts mous en infragingival. Ensuite, éliminer les dépôts durs, donc le tartre, en supra et sous-gingival, si on a, on va dire, des poches parodontales résiduelles. Et on termine la séance de la prophylaxie par une fluoration, une application topique de fluor qui va permettre de reminéraliser les zones déminéralisées et réduire l'hypersensibilité sur certaines zones. À la fin, on peut demander au patient s'il a apprécié le traitement. On programme sa nouvelle séance en fonction des résultats que nous avons obtenus lors de cette séance-là. Ça veut dire qu'un patient qui a eu un CEP au-delà de 75%, on peut le revoir qu'une fois par an. Et puis, un patient qui a un CEP qui est à moins de 50%, ce patient-là, on va le voir plutôt dans 6 mois en insistant sur les endroits qu'il a tendance à oublier. On lui rappelle les différentes recommandations qu'on lui a données lors de la séance. Et de cette manière-là, la séance sera terminée. Donc, pour vous récapituler le déroulement, une séance de prophylaxie. Pourquoi elle dépasse largement le simple détartrage que nous faisons? Parce qu'elle est composée de 10 étapes. L'étape du révélateur de plaque, on parle plaque mature, plaque récente. L'explication du rôle de la plaque dans l'apparition des maladies carieuses et parodontales. L'alimentation et les autres facteurs environnementaux. Mesurer l'efficacité de brossage, donc le fameux système d'évaluation de plaque. Améliorer l'hygiène bucco-dentaire, faire ensuite un examen clinique et radiologique, l'airflow, donc élimination des dépôts mous au niveau dentaire, périoflow, élimination des dépôts mous au niveau radiculaire, le détartrage, et on termine par la fluoration. Et vous voyez très bien que ces 10 étapes dépassent largement notre simple séance de détartrage. Et là, on peut se dire que voilà, le patient, ça se voit, c'est du sérieux, on n'est pas, il en aura en tout cas pour son argent. Alors, vous avez remarqué une chose, que j'ai divisé les 10 étapes en 2 parties, en 2 couleurs. La première partie, si vous regardez bien, il n'y a aucun acte clinique à réaliser en bouche. Donc, cette partie-là, on peut la déléguer en toute légalité à notre assistante. Et si vous regardez dans la charte de poste des assistantes dans la convention collective, parmi la charte de poste, il y a motivation à l'hygiène. Toutes ces étapes-là, cette partie-là, que j'appelle la partie pédagogique, peut être entièrement déléguée à notre assistant.
Et en revanche, l'autre partie là, ça sera la partie qui sera réalisée par nous praticiens. Si on s'organise de cette manière-là, ça va nous permettre d'économiser le temps, et ce temps-là qu'on va économiser va nous permettre de ne pas rendre la prophylaxie inaccessible financièrement et par conséquent ne pas pouvoir l'appliquer. Il vaut mieux qu'elle soit accessible, pas très chronophage, et par contre automatisée. D'où l'importance du rôle de nos assistantes, d'où l'importance du fait de les former pour réaliser les 5 premières étapes de la prophylaxie. Et je dirais même de les positionner en tant que véritable personnel soignant. Là, c'est vraiment l'infirmière du cabinet dentaire. L'assistante passera du stade de l'instrumentiste, celle qui nous passe les instruments au moment où on travaille à 4 mains, à un véritable personnel soignant qui aura autant de valeur aux yeux de nos patients. Donc, voilà une première réponse sur la première question, comment s'organiser? On peut s'organiser en 10 étapes, que ça soit en amont, lors de la séance de préparation initiale avant le début du traitement, et que ça soit après la fin du traitement, lors des séances de maintenance. Et on sait maintenant qui fait quoi, que doit faire l'assistant, que doit faire le praticien. Mais toujours dans la question de comment s'organiser, nous avons notre fameux sujet épineux et la gestion de l'agenda. Comment je peux mettre en place la prophylaxie au quotidien? Je peux vous dire que voilà, si j'ai un agenda comme celui-là, je ne peux pas mettre en place la prophylaxie. C'est normal. Enfin, voilà, si on gère nos agendas de manière à mettre des rendez-vous lors où nous avons de la place, vous avez tous remarqué que quand on a commencé notre exercice, on a commencé d'abord par se donner le temps, en quelque sorte. Quand on a fini nos études, on mettait 1 heure par rendez-vous. Puis après, on est passé à 45 minutes. Puis après, on est passé à 30 minutes. Et aujourd'hui, la durée moyenne d'un rendez-vous chez le praticien est de 22 minutes. 22 minutes, la durée moyenne dans un cabinet dentaire. Alors, heureusement, tout le monde n'est pas dans cette situation-là, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Au début, on s'était dit, tiens, on va se prendre une bonne pause entre midi et 2. Et puis, on a rajouté les urgences, on a rajouté le patient qui a refusé d'attendre. Au début, on s'était dit, tiens, le jeudi, on ne va pas travailler. Après, ça s'est transformé, ouais, mais tiens, bon, le jeudi après-midi, je le consacre à certains patients en particulier. Et puis, petit à petit, voilà, on passe d'un agenda où on avait le temps à un agenda où on n'a plus le temps, on ne respire plus. Je vais être très franc avec vous, si on a actuellement un agenda comme celui-là, en tout cas, qui ressemble, la mise en place de la prophylaxie ne peut pas, on ne peut pas la réussir et de toute façon, n'est pas votre priorité. On ne peut mettre en place la prophylaxie que lorsque nous avons un agenda organisé. Et pour organiser notre agenda, nous devons penser que nous avons 6 métiers en un et non pas qu'un seul métier. Le premier métier, c'est le métier de soignant. Là, c'est facile. C'est lorsque je suis en train de réaliser des soins dans la bouche de mes patients pour les réhabiliter et qu'ils puissent profiter à nouveau de leur 100% de capital santé dentaire. Le deuxième métier, c'est le métier de l'urgentiste. Alors, j'insiste sur le fait que l'urgentiste, ce n'est pas le soignant. Parce que si je prends un patient en rendez-vous d'urgence, pour rester organisé, je ne peux pas me lancer dans le soin, dans le traitement de sa dent. Notre métier d'urgentiste, c'est quoi? C'est de soulager le patient, lui expliquer le diagnostic, lui expliquer la solution qui sera abordée et après programmer ses soins lors des séances de soins et non pas lors de la séance de l'urgence. Le troisième métier que nous avons, c'est le métier de l'hygiéniste. Oui, parce que vous savez très bien que nous sommes
encore très en retard par rapport à ça. Il n'y a pas d'hygiéniste. En attendant, c'est qui? Eh bien, c'est nous. Mais là aussi, ça n'a rien à voir avec l'activité de notre métier de soignant. L'activité d'hygiéniste, c'est tout ce qu'on avait abordé ensemble jusqu'à maintenant. La quatrième activité, c'est l'activité de conseiller. Quand on a un rôle pédagogique à jouer auprès de nos patients, lorsqu'on prend les patients lors des rendez-vous de bilan, on n'est pas en train de les soigner. Quand on fait un diagnostic, quand on passe du temps à leur expliquer un plan de traitement, quand on passe du temps à leur expliquer voilà, comment il peut comprendre son devis prothétique, enfin, ce n'est pas une activité de soignant, c'est un conseiller. Cinquième activité, cinquième métier que nous avons, c'est le métier de gérant, parce que nous sommes tous gérants de notre petite entreprise. Et si je ne prévois pas le temps pour pouvoir gérer mon entreprise, quand est-ce que je le fais? Et vous le remarquez, on le fait souvent le soir quand on rentre, le week-end, parce qu'on n'a pas prévu un temps de gestion courant notre semaine de travail. Et le dernier métier, et là, je vais être un petit peu provocateur, c'est le bénévole. Pourquoi je dis le bénévole? Mais parce que lorsque le chiffre d'affaires horaire des soins est inférieur au coût horaire d'un cabinet, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, ça s'appelle du bénévolat. Lorsqu'on passe du temps à réaliser un traitement, on va dire comme un composite, à 25 €, même s'il va peut-être encore augmenter, à 25 € et qu'on passe 30 minutes, cela représente 50 € de chiffre d'affaires horaire, alors que le coût horaire de nos cabinets est en moyenne 150 € de l'heure. Donc, vous êtes tous d'accord avec moi, quand on réalise des actes, nous sommes parmi les rares métiers où nous avons du temps qu'on consacre courant la semaine qui est entièrement à perte. Ça ne couvre même pas les frais fixes de notre cabinet. Nous avons 150 € de coûts et de manière générale, sur tout ce qui est soins, si on parle des endos, des composites, des extractions, des BBD, etc., nous sommes en moyenne à 50-60 € de l'heure. Donc, on est très loin de l'équilibre. C'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là et j'appelle cela du bénévolat. Maintenant, une fois on a pris conscience de ces 6 métiers, eh ben, on va les organiser. On va dire combien de temps il me faut par métier et je ne mélange pas tout. Par conséquent, mon agenda va ressembler à celui-là. Je vais passer de l'agenda que je vous ai montré 2 diapos auparavant à un agenda organisé de cette manière-là. La première chose que je dois définir, c'est quel est le nombre d'heures nécessaires en traitement, en cœur de métier. Ça veut dire lorsque je réalise, que ce soit des soins, que ce soit de la prothèse, que ce soit de la paro, que ce soit de l'implanto, tout ce que j'ai à faire sur un patient qui a accepté un plan de traitement. C'est ce que j'appelle, là vous voyez en rose, les séances de traitement. Il faut qu'on ait au moins 50% de notre temps qui est dédié à cette partie de notre métier, sans laquelle tout le reste ne nous permet pas d'être à l'équilibre financièrement parlant. La deuxième chose qu'on peut définir, ce sont les bilans. Et notre métier de conseiller, et vous voyez bien que j'ai prévu plusieurs créneaux de bilan. Ce sont des créneaux qui sont nécessaires pour faire des diagnostics, présenter des plans de traitement. Si on n'a pas suffisamment de bilan, on n'aura pas suffisamment de traitement. Là, c'est marrant, on est en décembre et je pense qu'il y a beaucoup parmi nous qui commettent l'erreur en fin d'année de dire « Ah là, il faut que je termine tous les cas que j'ai en cours, il faut que je pose tout avant Noël. » Et si on regarde nos agendas sur les 15 prochains jours, on verra que nos agendas sont constitués surtout de rendez-vous de traitement, donc que ce soit prothétique ou pas, mais en tout cas pour finir les cas en cours. On finit les cas en cours et pendant 15 jours,
on ne fait plus de bilan, on ne présente plus de plan de traitement. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, en janvier, je pense que beaucoup sont passés par là, les 15 premiers jours de janvier, eh bien, ce n'est pas folichon. Et oui, pourquoi ce n'est pas folichon? C'est parce qu'on n'a pas présenté en décembre. Si en amont, j'ai un agenda qui est organisé de manière bien stricte, eh bien, c'est là où je vais pouvoir avoir une linéarité dans mon exercice. Si toutes les semaines, j'ai le même nombre d'heures consacrées au bilan, le même nombre d'heures consacrées au traitement, je n'aurai pas une activité zigzag. Je n'aurai pas une activité où, viens savoir, j'ai travaillé exactement le même nombre d'heures ce mois-ci et le mois précédent, et pourtant j'ai fait le double de chiffre d'affaires. Ça n'existera plus si on s'organise de cette manière-là. La troisième partie, c'est de définir quel est le nombre d'heures que je peux offrir en bénévolat. Bon, vous avez compris, le violet, quand je vous ai mis des soins, c'est tout ce qui est à perte. On n'a pas le droit de le refuser, c'est pas éthique, c'est pas notre déontologie, c'est de les faire, mais pas n'importe comment. Si je décide que je peux offrir tant de temps par semaine de rendez-vous à perte, eh bien, je peux les étaler dans le temps. Et de toute façon, je ne pense pas que ça soit qu'il y aurait de critères d'urgence là-dedans, parce qu'en cas de critères d'urgence, ça représente, comment dire, on va les soigner dans les créneaux de traitement. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Prévoir aussi les créneaux d'urgence. Prévoir, vous avez vu, il y a la gestion, il y a les réunions du matin. Donc, ce sont des moments hors patient et prévoir des créneaux pour la prophylaxie. Sur cet agenda, exemple que je viens de vous exposer, vous voyez qu'en prophylaxie, j'ai défini 1 heure par jour. En fait, c'est l'heure que le praticien doit passer avec le patient en prophylaxie. Et ça suffit. 2 séances de prophylaxie de 30 minutes praticien, on s'est bien compris. Donc, 2 séances de prophylaxie par jour suffisent. On n'a pas besoin de se mettre la barre très, très haute. Déjà, pour commencer, pour ceux qui n'ont pas encore commencé la mise en place de la prophy. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois, j'ai fait en sorte à ce que la séance précédente soit un moment où le praticien n'a pas besoin forcément de la présence de son assistante. Ça va permettre, ça va permettre à l'assistante de démarrer la séance de prophylaxie, on va dire, pour le premier patient, si je prends cet exemple-là, à 16 heures lors de la séance du bilan. Elle finit sa partie pédagogique à 16h30. Le praticien démarre la deuxième partie de la séance de prophylaxie à 16h30, au moment où l'assistante, elle prend le deuxième patient de prophylaxie, elle fait la première partie, et puis le praticien, il fait la deuxième partie. Si on s'organise de cette manière-là, le temps nécessaire à 2 séances de prophylaxie où les patients ont passé, chacun d'eux a passé 1 heure au cabinet, n'a coûté que 30 minutes par patient pour le praticien. Viviane, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Toujours pas. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des participants au moins? Ah oui, beaucoup. Ok, très bien. Très bien. Alors, donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. On ne peut pas mettre en place une nouveauté telle que la prophylaxie si on ne reprend pas l'organisation de notre quotidien en amont. Donc, sur la question comment s'organiser. Alors justement, j'ai une question. Il y a une personne qui met, oui, donc il faut 2 AFPM. Pardon, je n'ai pas compris. Il y a une personne en fait qui met il faut 2 AFPM dans l'organisation. Mais non, parce qu'en fait, le traitement, l'assistante dentaire ne touche pas l'AFPM en fait, l'appareil. Ah, pardon. Non, pas du tout. On n'a pas besoin. En fait, imaginez, on a un appareil dans une salle de soins et on a une deuxième salle de soins.
ou on peut ne pas avoir, ça peut être tout simplement une autre pièce, parce que si vous regardez, on a besoin de quoi? On a besoin juste d'un endroit où le patient peut s'installer, et ça peut être un simple bureau. On va appliquer le révélateur de plaque, on va l'inviter d'aller se rincer, il revient, il s'installe, on lui passe un miroir. Donc, la salle, là où l'assistante va faire la partie pédagogique, n'est pas obligatoirement une salle de soins, d'accord? Comment dire, le patient, il arrive, on l'accueille directement dans cette salle-là. Elle fait la première séance pédagogique et ce patient passe dans la salle de soins, là où nous avons l'appareil, pour que le praticien fasse la deuxième partie. Et c'est à ce moment-là que l'assistante va aller accueillir le deuxième patient qui vient pour sa séance de prophylaxie dans la salle prophy. Et quand le patient précédent a fini, elle va l'inviter à aller chez le praticien. Donc, il suffit juste d'avoir un seul appareil ou même, je dirais, une seule salle de soins suffit, à condition qu'il y ait une autre pièce. Si notre cabinet, c'est juste un 2 pièces où j'ai une salle d'attente et une salle de soins, oui, je suis désolé, ce protocole n'est pas applicable. Mais si par contre, il y a une autre pièce dans laquelle je peux accueillir le patient, même si ce n'est pas une salle de soins, c'est tout à fait applicable. Alors, je vais passer donc pour finir sur ce premier volet, comment s'organiser. Donc là, maintenant, on sait, la prophylaxie, c'est avant le traitement, après le traitement. Ce sont 10 étapes, 5 réalisées par l'assistante, 5 réalisées par le praticien. Et on sait que pour l'organiser, on va l'organiser dans des moments bien précis sur notre agenda. La deuxième question, c'est comment rendre la prophylaxie rentable. Bon, préparez-vous, je vais parler argent, j'espère que ça ne vous gêne pas. 80 € la séance. Comment j'arrive à 80 € la séance? Ça fait à peu près 9 ans que je forme des praticiens dans la mise en place de la prophylaxie, entre autres à côté de l'organisation et la gestion de leur cabinet. Et en 9 ans, on a tout testé. On a testé au début, on était prétentieux, on s'était dit, ouais, bon, ben, pour une séance de prophylaxie soit rentable autant que les séances de traitement, il fallait qu'elle soit à 240 € de l'heure. À 240 € de l'heure, notre taux d'acceptation était minable. Du coup, on s'était dit, non, 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 stop, on va passer, pardon, une séance à 240 €. Là, on s'était dit stop, on va diviser la séance par 2, l'assistante va réaliser une partie, le praticien une partie, du coup, on peut à 120 €. Ben, 120 €, le taux d'acceptation s'est beaucoup amélioré. Il y a aujourd'hui des praticiens qui ont gardé le tarif de 120 €, mais quand on a appliqué le tarif de 80 €, le taux d'acceptation de la prophylaxie était de 75%. Et 75%, à mon avis, c'est un très beau taux d'acceptation. Et vous avez tous vu que pour 80 € à la charge du patient, à côté de tout ce qu'on avait vu ensemble, tout ce qu'on va lui réaliser, je pense qu'on est honnête. Sur ces 80 €, si je rajoute uniquement le montant du détartrage, donc à 43 €, je ne vous ai pas compté les éventuels examens radiologiques qu'on avait fait lors de cette séance-là. Ça nous fait un chiffre d'affaires de 123 € par séance. Si ensuite, on fait 2 séances par jour, ça fait un chiffre d'affaires en prophylaxie de 246 € par jour. On travaille en moyenne 170 jours dans l'année. Là, c'est des cabinets qui sont fermés à peu près 9 semaines dans l'année pour différentes raisons, vacances, formation, etc. Donc, ça nous fait une moyenne de 170 jours travaillés fois 246. Ça nous fait un chiffre d'affaires réalisé uniquement par la séance de prophylaxie de 41 820 €. Alors, est-ce que c'est 41 000, c'est que du bénéfice? Ben, la réponse est non. Mais c'est déjà pas mal, je pense. Le montant du leasing, c'est une projection théorique. Et parce que lorsque j'ai présenté à l'équipe de MS la projection du leasing, ils m'ont dit non, 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 c'est pas 300, c'est quand même moins. Je dis OK, c'est pas grave, je prévois le pire. Montant du leasing, 300 € par mois, ça coûte 3 600 par an. OK.
qu'est-ce qu'on a comme autre dépense? Eh bien, nos chères assistantes, il ne faut pas les oublier. On vient de dire qu'on va les placer, enfin, les faire évoluer du métier d'instrumentiste à un véritable personnel soignant. Eh bien, ça a un prix. Et ce prix-là, c'est la prime. Je suis pour qu'on mette en place une prime de prophylaxie. Elle gère quand même la moitié de la séance. Elle mérite une prime. Alors maintenant, la prime, combien? Ben, ça dépend. Il y a des praticiens qui payent à la séance. Certains m'ont dit, voilà, 5 € net par séance, c'est très bien. D'autres qui payent un forfait annuel en disant, tiens, voilà un forfait annuel pour le travail que vous faites lors de la séance de prophylaxie, parce qu'on est bien d'accord, c'est pendant ces heures de travail. Et il y en a d'autres qui disent, non, mais on peut aller jusqu'à 10 € net par séance. Eh bien, allons-y. Je vais faire le calcul sur une prime assistante, 10 € par séance. À 10 € net par séance de prime, cela nous coûte 20 € avec les charges. 20 € multiplié par 2 fois par jour, multiplié par 170 jours, ça représente un coût annuel de 6 800 €. OK. C'est une somme, mais ça le mérite. Ça le mérite parce que ça veut dire que l'assistante peut toucher grâce à la prime prophylaxie jusqu'à 3 400 € net par an, ce qui représente non pas un 13e, mais aussi un 14e mois. Et c'est pour ça que je vous disais que vous allez voir, c'est un moyen de pouvoir motiver nos assistants parce que ça représente aussi une belle reconnaissance financière, la mise en place de la profit. Après, j'ai fait un calcul du consommable. Grosso modo, même en prévoyant large, on est à 100 € par mois, ce qui représente 1 200 € par an. Revenons maintenant. On a 41 000 de CA, on enlève le leasing, on enlève la prime, on enlève le consommable, il reste 30 220. Sur 30 220, nous avons 9 972 de charges sociales. Le bénéfice de la mise en place de la prophylaxie pour 2 séances par jour est de 20 248 €. Je pense que vous êtes d'accord avec moi en regardant cela. Oui, la prophylaxie est rentable. Et là, tout le monde est gagnant. C'est efficace. Pour le patient, il en a pour son argent. C'est accessible parce qu'on n'a pas dépassé la limite psychologique de 100 €. Il paye 80 €. C'est gagnant pour l'assistante et c'est gagnant pour le praticien. Les 20 248 représentent une augmentation du revenu net moyen d'à peu près 22%. D'où je sors ce chiffre? C'est de l'Union nationale des associations agréées. Allez-y sur ce site-là, c'est assez sympa parce que ça nous permet de se situer. Il publie tous les ans la moyenne du chiffre d'affaires des professions libérales, donc moyenne chiffre d'affaires, les dépenses par poste, etc., et la moyenne du bénéfice. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le chiffre d'affaires moyen du chirurgien dentiste est presque de 260 000 €, mais que le chiffre d'affaires moyen, il vient d'un calcul de 4 autres moyennes. En fait, ils prennent le quart le moins, entre guillemets, rentable, qui représente 105 000 € par an, puis un deuxième quart qui est à 200 000 € à peu près, le troisième quart est à 280 000, et le quatrième quart, il est à 452 000 de moyenne. Et vous remarquez bien que là, il y a un saut entre le troisième et le quatrième quart. Je peux vous dire une chose, c'est que je vous garantis que 100% des praticiens qui sont dans ce quatrième quart ont mené une réflexion comme celle que je viens de vous donner sur au moins la gestion de leur agenda, et ils n'ont pas un agenda qui n'est pas calculé à l'avance. En tout cas, ce qu'il en sort de ces statistiques de l'activité 2019, c'est qu'en moyenne, le revenu moyen est de 92 000. Et là, la mise en place de la prophylaxie permet d'avoir
les 20 000 euros supplémentaires dont je vous ai parlé. Donc, ce n'est pas négligeable comme rentabilité. Et je pense qu'en appliquant ne serait-ce ces tarifs, cette manière de raisonner au niveau des primes et cette organisation, la prophylaxie peut et doit être rentable et pas, comment dire, et ça dépasse largement la non-rentabilité, voire la perte de nos fameux détartrages secs à longueur de journée. Viviane, est-ce que jusque-là, il y a eu des questions? Il y a une remarque. Bonjour, dans vos calculs, vous ne tenez pas compte de la prime de l'assistante. Vous tenez compte, pardon, de la prime de l'assistante, mais pas de son salaire. Oui, alors en fait, je suis parti du principe que l'assistante, le loyer, l'EDF, enfin, tous les frais fixes que nous avons actuellement, nous les payons déjà. Vous voyez, là, je ne suis pas en train de vous faire un calcul sur la rentabilité de la séance de prophylaxie si je fais que de la profit. D'accord? Ce n'est pas un cabinet de prophylaxie. C'est notre cabinet actuel où tous les frais fixes, on les paye déjà. Ce que j'ai fait dans mon calcul, c'est cette nouveauté-là, si je la rajoute à mon activité, qu'est-ce que ça va me dégager? Mais sans enlever, bien sûr, le reste. Je ne vous ai pas dit, on va mettre la prophylaxie en enlevant, je sais pas, la paro ou la prothèse, ou etc. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à la question. Ce n'est pas un calcul qui prend en compte les frais fixes, c'est un calcul qui part du principe que nos frais fixes, on les paye déjà. Là, je suis en train de mettre en place une nouveauté. Je l'organise dans mes heures, je ne travaille pas plus. Mon assistante est déjà payée. Et c'est pour ça que cette activité, elle est rentable à partir de 2 séances. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Viviane? Comment convaincre le patient de régler ce montant s'il est habitué à régler seulement le détartrage? Merci beaucoup pour cette question. On va passer donc à la troisième étape pour justement vous répondre. Et j'ai d'autres remarques. Avec 22 000 euros de bénéfices, autant acheter 3 machines. Bon, mais bon, à un moment, on n'a pas 6 mains pour pouvoir le faire. Donc, si on a 3 machines, je ne vois pas à quoi ça sert. Excusez-moi, EMS, hein, mais je ne vois pas si je suis seul praticien, pourquoi avoir 3 machines. Et il y a une autre question. 43 ou 23 euros la séance de détartrage. Ah non, j'ai mis 43 euros parce que c'est détartrage haut et bas. Il me semble que c'est 43,14 ou quelque chose dans le genre. OK? Donc, quand on met détartrage haut et bas dans la même séance, ça passe à 43 et quelques. Sinon, c'est 28,92 si c'est juste une mâchoire. Ok, et après j'ai une question, mais par rapport à l'airflow, s'il y a un risque par rapport au sulcus, mais je pense que ça… Enfin, Viviane, c'est à toi de répondre. Oui, on n'est pas vraiment dans le sujet, donc je propose à la personne qu'on la prenne à part et puis qu'on en discute parce que autrement on va déborder. Ok. Ok. Alors, j'arrive au dernier volet sur comment la présenter, comment on va présenter la prophylaxie aux patients. Et c'est là où on va parler de la communication. En fait, nous avons dans notre métier 2 difficultés majeures. La première, c'est que 80% des problèmes bucco-dentaires sont des problèmes qui ne sont pas visibles par les patients. Et ce sont des problèmes qui ne provoquent pas de douleur. 80%. Ça veut dire que 80% de ces problèmes, les patients les découvrent au fauteuil, hein, quand on a réalisé l'examen clinique ou l'examen radio. Et la deuxième difficulté, c'est que le coût pour des solutions thérapeutiques à ces problèmes-là est élevé. Ça, il faut le reconnaître, c'est un coût élevé. Mais ce n'est pas à cause de nous, c'est parce que nous aussi, ça nous coûte cher, etc., etc. La chaîne est longue. Le coût est élevé, le problème ne se voit pas par le patient. D'où l'importance de faire attention. Ce n'est pas mon patient, il a l'habitude de payer 20 euros de détartrage, c'est maintenant que je vais lui dire 80. Non, ce n'est pas la prophylaxie que je dois vendre. Excusez-moi du terme, mais ça s'appelle comme ça. Je ne vends pas la prophylaxie. C'est de vendre le problème. La prophylaxie, c'est qu'une solution.
S'il me demande une solution au problème qu'il ressent, là, je lui parle de prophylaxie. Je vais entrer un petit peu plus dans le détail. Lors d'une séance de bilan, nous devons comprendre une chose. Dans les mécanismes de persuasion, nous ne devons jamais se mêler les pinceaux entre problème et solution. Dans notre discours, nous devons séparer le problème de la solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire séparer le diagnostic de la présentation du plan de traitement. Nous avons une déformation professionnelle où on a envie d'aller plus vite que la musique. Quand on fait un examen, on dit là, il va falloir un composite. Là, par contre, ouais, on n'a pas couronné ses dents, il va falloir la couronner. Là, ce serait bien de poser un implant. Et même quand on parle, nous, entre confrères, on discute d'un cas, etc. La première chose qu'on dit, tiens, regarde cette radio, qu'est-ce que tu fais? Mais avant de parler de qu'est-ce que je fais, c'est quel est le problème? N'oubliez pas ça. Si le patient n'est pas convaincu qu'il a un problème, même si vous passez des heures à parler de la solution, que ce soit prophylaxie ou implanto, il ne va pas accepter la solution. Il ne voit pas pourquoi accepter la solution. Si en revanche, on met l'énergie sur l'acceptation du problème, donc la vente du problème et non pas de la solution, c'est là où le patient devient demandeur de la solution. Le deuxième conseil, c'est de séparer aussi la notion clinique de la notion financière. Ça veut dire, quand on présente un plan de traitement, ça ne doit pas être sur le devis. Ce n'est pas un devis, enfin, le devis, ce n'est pas le plan de traitement. Le plan de traitement, c'est quand j'explique sur les photos, sur la radio, sur les modèles, quelles sont les actions thérapeutiques que je vais mener pour éliminer les problèmes qu'a mon patient, et c'est le devis qui est en second. Et souvent, on commet des erreurs de communication de ce genre. Ça veut dire, on prend le patient, lors du bilan, on dit, là, il va falloir couronner, je vous fais un devis. Ouais, mais j'ai pas mal, docteur. C'est pour ça, il faut prendre beaucoup de recul et mettre beaucoup d'énergie dans le déroulement de la séance bilan. Dans le déroulement de notre séance bilan, nous devons démarrer par expliquer notre manière de fonctionner. Avant même de démarrer le diagnostic, je recommande à tout le monde d'expliquer aux patients les 3 étapes de prise en charge des patients dans notre cabinet. Il faut que le patient comprenne une chose, c'est que si le capital santé dentaire se dégrade, c'est à cause de 2 maladies, la maladie carieuse et la maladie parodontale. C'est pour ça que nous prenons en charge nos patients en 3 étapes. La première étape, c'est agir sur les causes. Ça veut dire quoi, agir sur les causes? C'est notre fameuse séance de préparation initiale. Agir sur tous les facteurs de risque qui étaient à l'origine de vos problèmes, carieux ou parodontaux. Et c'est applicable lorsque le patient a ne serait-ce qu'une simple gingivite, même s'il n'a rien au niveau dentaire, une simple gingivite, ou une simple carie débutante. Ça y est, la carie débutante, c'est l'apparition de la maladie carieuse. Et donc, sa prise en charge à ce patient doit se faire en 3 étapes. D'abord, agir sur les causes. Ce n'est pas se précipiter d'aller boucher cette carie-là, parce que si je bouche cette carie, ça va revenir. Donc, en amont, on agit sur les causes. C'est exactement pareil qu'en médecine. Voilà, on ne va pas opérer un patient avant une antibiothérapie, par exemple. Donc, première étape, préparation initiale. La deuxième étape, c'est agir sur les conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire traiter les dents cariées, soigner les gencives, remplacer les dents absentes, faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre à nouveau le 100% de capital santé dentaire. Et la troisième étape, c'est de maintenir mon patient à 100% de son capital santé dentaire grâce aux séances de maintenance. Sans ces séances de maintenance, malheureusement, la dégradation de son capital santé dentaire va revenir, il va récidiver.
Et donc, c'est la maintenance qui doit être le garant de son maintien en santé. Ce discours-là, il faut l'avoir avec 100% des patients qui nous consultent. Alors, bien sûr, en dehors du patient qui nous consulte pour une urgence parce qu'il n'est pas prédisposé à écouter ce discours-là, mais que ça soit pour, je ne sais pas, le patient qui m'appelle pour dire j'ai cassé un plombage, le patient qui appelle pour dire je veux un détartrage, le patient qui appelle pour dire, peu importe quelle que soit la raison de l'appel du patient, lors de sa prochaine visite, expliquer ces 3 étapes de prise en charge. Une maladie carieuse ou une maladie parodontale ne peut être soignée qu'en 3 étapes. D'abord, agir sur les causes, ensuite, traiter les conséquences et enfin, maintenir grâce aux séances de maintenance. Et vous avez remarqué que je parle de séances de maintenance, je ne parle pas de séances de détartrage, parce que le détartrage n'est qu'une étape parmi les 10 autres dans la séance de maintenance. Deuxième conseil, c'est lors de la présentation des plans de traitement. Quand on présente un plan de traitement, on a souvent tendance à expliquer soit dent par dent, soit technique par technique, mais on est des techniciens, on aime notre métier, et donc on se précipite, on dit, voilà, tenez, regardez, ça c'est un onlay, donc cette dent-là, il va falloir la soigner par un onlay, on va préparer la dent, faire une empreinte, l'envoyer au prothésiste. Ça gonfle le patient, quoi. Mettez-nous à sa place. Quand un informaticien nous parle de notre ordi en panne, et s'il commence à nous expliquer comment il va faire, ça va nous gonfler, en tout cas pour 90% d'entre nous. En revanche, qu'est-ce qu'on veut entendre? On veut entendre que c'est réparable, il y a une solution, et que l'ordi reviendra comme avant, ne serait-ce que, enfin, même mieux, je dirais, et combien ça coûte. Mais c'est exactement ça le patient qui veut entendre. Une fois il a été convaincu de ses problèmes, il a hâte d'entendre la solution. Et pour lui donner envie, il ne faut pas le perdre dans des détails au début. C'est à la fin de la présentation. Mais au début de la présentation, il faut le rassurer, comme quoi il y a des solutions pour tous les problèmes que le patient a et que ces solutions vont lui permettre de retrouver à nouveau 100% de sa santé, à la fois au niveau du confort, de la fonction, de l'esthétique, et il va être enfin tranquille. Pour vous soigner, on va vous prendre en charge en 3 étapes. Agir sur les causes, traiter les conséquences, et là, je peux expliquer les compos, les onlays, les couronnes, les implants, les surfaçages, etc. Et on va finir par la maintenance. Et c'est grâce à ces 3 étapes-là qu'il va pouvoir retrouver son 100% de capital santé. C'est pour ça que je vous recommande de présenter la Profi directement dans le devis initial. Un patient à qui vous allez présenter un devis pour soigner une dent quelconque, mettez les 2 séances de Profi. La première séance de prophylaxie et la séance de maintenance. Même si la séance de maintenance ne va arriver que 6 mois après. Là, je vous ai mis un exemple de devis en paro, uniquement en paro. OK. Pour ma séance de profit, je peux utiliser le code de bilan parodontal. J'ai rajouté le terme préopératoire pour faire la part entre le bilan parodontal préopératoire et le bilan parodontal post-opératoire, qui est la maintenance. Et je peux utiliser le code CCAM, le HBQD 001, et je mets 80 €. Et c'est dans le total de mon devis. C'est important de mentionner dans les devis que les examens radio, les séances de détartrage feront l'objet d'une feuille d'assurance maladie et d'une facture pour leur mutuelle. Ça veut dire que, en quelque sorte, ce qui est pris en charge, mais ça, je pense, la plupart d'entre nous le font, ce qui est pris en charge n'est pas dans le devis. L'autre exemple de devis, je vous ai mis un exemple de devis de prothèse où nous avons dedans la 15 et la 16 à soigner. On a besoin d'inlay cord, de CCM. J'ai appliqué les tarifs, je dirais, de la nouvelle convention quand c'est quand c'est plafonné et quand ça ne l'est pas. Et là, pareil, je peux mettre pour un devis une préparation prophylactique initiale. En revanche, on n'a pas de code, et ce n'est pas grave, à 80 € et
je termine mon devis par maintenance avec application topique de fluorure, ce qui me permet d'utiliser le code CCAM de l'application topique de fluorure à 80 € et c'est dans le devis global du patient. Mais je peux utiliser aussi le code CCAM de la fluoration ici pour la préparation initiale, à condition de mettre comme en bas du devis ici, avec application de fluor. Et là, je peux utiliser le code CCAM du fluor en incluant les 2 séances dans le devis. J'ai bien compris la question que vous m'avez posée tout à l'heure, c'est comment faire pour le patient qui vient en détartrage régulier et qui n'a jamais entendu parler de maintenance, et là, on va le passer en maintenance. Je vais être très franc avec vous. Si ce patient-là n'a aucun problème, lorsqu'il vient faire son détartrage, il n'y a pas de gingivite, il n'y a aucun problème carieux, il n'y a pas de dépôt de plaque important, ben, je ne peux pas. Je ne peux pas le passer en prophylaxie parce qu'il n'y a pas de problème. Souvenez-vous, je vous ai dit, s'il n'y a pas de problème, on ne peut pas parler de solution. Ça ne va pas lui parler. En revanche, souvent, ces patients-là reviennent avec un problème ne serait-ce que débutant, carieux, ou au niveau des gencives, une gingivite. Et c'est là où je peux arrêter le traitement, lui exposer le problème. S'il a une gingivite, je vais lui expliquer qu'est-ce que c'est une gingivite, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe si je laisse cette gingivite évoluer vers une parodontite, et qu'est-ce qui se passe si je ne soigne pas la parodontite. C'est là où le patient, enfin, je vais créer le déclic dans la tête de mon patient, il va me dire « Ah bon, d'accord, et qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ben, ce qu'il va falloir faire, c'est de sortir des séances de détartrage et de passer en maintenance régulière. Donc, je vais vous préparer un devis pour une séance de prophylaxie. Cette séance de prophylaxie vous coûtera 80 €, mais qui va nous permettre d'aborder tous les facteurs de risque que vous avez à développer des problèmes de gencives. Et on se reverra une fois tous les 6 mois la première année, puis une fois par an l'année suivante, si le problème a été résolu. C'est de cette manière-là qu'on peut transformer un détartrage régulier en séance de profit, mais pas je peux pas vous promettre de transformer les patients de séance de détartrage régulier à profit s'ils ont 0 problème. S'il y a 0 problème, ben, on les laisse tranquilles. Une petite question. Oui. Bonjour, le patient auquel on fait une séance de prophylaxie revient l'année d'après. On recommence l'année suivante la même séance de prophylaxie. Je pense qu'il aura compris la première fois, donc on fait quoi? Une séance de détartrage? Non, pas du tout. On va réappliquer le révélateur de plaques et on va s'apercevoir que les dépôts peut-être de plaques, alors si on n'a plus de dépôts de plaques matures, tant mieux. Donc, ce qu'il a déjà compris, c'est peut-être tout ce qui concerne le comportement alimentaire, le taux de présence des acides en bouche, etc. Donc, à chaque fois, on refait révélateur de plaques, l'efficacité, mesurer l'efficacité de brossage, reprendre avec lui les failles du brossage. Après, s'il est à 100%, mais ça ne nous est jamais arrivé. Là, comme je vous ai dit, j'ai 9 ans de recul là-dessus. Je n'ai pas eu un praticien qui m'a dit, quand j'ai appliqué le révélateur, il n'y a rien. Et après, on va faire voilà, la suite clinique. Ça veut dire le débridement supragingival, infragingival, le détartrage et la fluoration. Si vous regardez dans les autres pays, dans les pays voisins, pour ne pas aller très loin de chez EMS en Suisse, les patients, tous les ans, font les 10 étapes-là. Mais tous les ans. Alors oui, avec l'hygiéniste, mais ils savent très bien que tous les ans, on va vérifier leur efficacité de brossage, on va appliquer la fluoration, on va faire le polissage et le détartrage. Donc non, on ne reviendra pas à la simple séance de détartrage. On a une remarque, le patient aime les actes à partir du moment où ils sont remboursés. Ah, j'espère que, docteur, vous étiez là depuis le début. C'est pas une question que aimer l'acte ou pas. Là, je viens de vous exposer que, vu ce contenu-là, je pense que en fait, c'est pas cher payé
ces fameux 80 €. Si je suis votre raisonnement, ça veut dire que si le patient aime les actes remboursés, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas accepter des actes non remboursés, parce que si je suis ce raisonnement-là, ça veut dire il n'y a aucun patient soigné en paro en France, il n'y a aucun patient soigné en implanto en France, il n'y a aucun patient soigné par de la prothèse à tarif libre, etc., etc. Ce qui n'est pas vrai. Le patient accepte de payer. Son téléphone portable n'est pas pris en charge par la Sécu. Pourquoi il accepte de le payer? Parce qu'on lui a créé ce besoin-là, il ressent cette envie et il va le faire. Nous, si on arrive à lui ouvrir les yeux sur les véritables problèmes, 80 € dans son budget, ce n'est pas énorme, il va accepter le traitement. Donc, ce même praticien, mais je fais du bénévolat. Ah ben voilà, bon. Peut-être, peut-être. Mais attention, attention, on peut faire du bénévolat si on a gagné à l'euro-million. Mais si on fait du bénévolat aux frais de notre cabinet, on finira à un moment par se réveiller et se dire OK, quand est-ce que je me paye? Et ça risque d'être très dangereux si on ne fait pas attention à limiter le nombre d'heures de bénévolat par semaine. D'autres questions, Viviane? Oui, si le patient refuse la partie non remboursable et veut un simple détartrage. Je n'ai pas la suite de la question, mais je suppose c'est que faisons-nous? J'ai compris, j'ai compris. On ne peut pas l'obliger. Il ne faut pas le mettre à la porte non plus. Peut-être il finira un jour par se rendre compte de l'importance, mais on va lui donner ses rendez-vous dans les fameux créneaux violets que vous avez vus tout à l'heure sur l'agenda. Ça veut dire dans les créneaux de soins qui seront étalés dans le temps, mais il n'aura pas de rendez-vous dans le créneau prophylaxie. Et de cette manière-là, voilà, ce patient ne nous gênera pas. Et il y a une personne qui répond au praticien qui dit qu'il fait du bénévolat, il lui met « le bénévolat conduit au burn-out ». Alors, oui, alors non, mais heureusement que non. Je dirais faire que du bénévolat alors qu'on est censé travailler, oui, mais en faire jusqu'à 20% de son temps, non. Vous voyez, l'agenda que je vous ai exposé tout à l'heure, c'est un agenda de 36 heures par semaine où les heures de soins, ça représente à peu près 6 heures. C'est pas rien. C'est pas rien et je pense que moi je suis formateur, hein, dans mes heures de formation, il n'y a pas des heures de bénévolat. Donc, vous pouvez être fier déjà de consacrer 20% de votre temps à ce bénévolat-là. On a fait le tour. Ok, très bien. Alors, pour récapituler, maintenant, Avez-vous des supports de communication prophylactique à passer sur un écran en salle d'attente pour motiver nos patients? Alors ça, c'est plutôt pour OMS. Oui. On est en train de travailler sur des supports qui devraient être disponibles en début d'année 2021. Donc là, maintenant, pour récapituler, on a abordé ensemble comment s'organiser. On a abordé ensemble comment la rendre rentable. On a abordé ensemble comment la présenter aux patients. Bien sûr, c'était que des lignes, on n'est pas entré dans tous les détails. C'est pour ça, pour aller plus loin, avec EMS et la Swiss Dental Academy, on a programmé un tour de France à partir du prochain printemps, sous forme d'une journée entière de formation dans toutes les régions de France. Donc, on sera ravis de vous retrouver ces jours-là. On sera dans des petits comités où 10 personnes. Je pense que Viviane, tu me confirmeras qu'on ne sera pas plus de 10 participants. Oui, entre 10 et 15. Voilà, c'est en fonction de la surface. Et donc, ça va nous permettre vraiment d'entrer dans tous les détails de ce qu'on vient d'aborder là ensemble. Ça va me permettre aussi de vous apporter des réponses plus personnalisées parce que vous avez vu, j'ai parlé d'un agenda général, j'ai parlé d'un exercice général, j'ai parlé d'un chiffre d'affaires général. Là, dans une journée présentielle, on va pouvoir personnaliser les réponses. Vous pouvez écrire à sda@ems-france.fr pour tous les renseignements concernant ces journées-là. Bien sûr, vous allez recevoir les invitations en début d'année prochaine. Et j'espère que j'étais pas très long. J'espère que le webinaire vous a plu. Et je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.
Merci à tous. Merci Rémi. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à utiliser l'adresse mail sur le dessus, sda@ems-france.fr, ou à vous rapprocher du commercial EMS de votre région. Bonne soirée à tous. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir.